Depuis sa création en 1800, la préfecture de la Seine-Inférieure occupe l'ancien hôtel de l'Intendance entre la rue de Fontenelle et le boulevard des Belges. Les bâtiments du XVIIIe siècle ont été remaniés et complétés tout au long du XIXe siècle. Les bombardements alliés de 1944 frappent durement le sud de la rive droite de Rouen et le quartier de la préfecture en particulier. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les services préfectoraux reprennent possession d'un bâtiment en ruine et devenu exigu. Certaines administrations sont contraintes de s'installer dans des casernes et dans des baraquements. Cette situation précaire ne fait qu'aggraver la tendance à la dispersion des services publics. Le plan de regroupement de 1955 vise à rassembler les fonctionnaires pour améliorer le confort de l'usager et l'efficacité de l'administration. Il est prévu que les archives départementales, évacuées de la préfecture pour être réparties entre plusieurs dépôts provisoires, soient elles aussi rassemblées dans un nouveau bâtiment. Le 17 mai 1951, le préfet Jean Marais fait adopter par le Conseil général le principe de l'édification d'un nouvel ensemble administratif sur la rive gauche de la Seine. Le coût de la construction doit être amorti grâce aux économies de fonctionnement liées à la concentration des services. Ce projet est controversé. Pourquoi construire un bâtiment administratif alors que tant de sinistrés vivent dans des conditions difficiles ? À la suite de l'abbé Pierre qui lance son appel contre la misère au cours du terrible hiver 1954, les associations veulent faire de l'éradication des taudis la seule priorité nationale. Traditionnel quartier des faïenciers, le faubourg Saint-Sever commence à s'industrialiser au cours du XVIIIe siècle. Il est alors relié à la rive droite par un pont de bateau et protégé par la Barbacane, un petit ouvrage fortifié édifié au XIIe siècle pour surveiller le passage sur la Seine. Juste avant la Révolution française, sur le plan des échevins de la ville de Rouen, la rive gauche apparaît encore peu urbanisée et périphérique. La révolution industrielle du XIXe siècle transforme la physionomie du quartier, envahi par les cheminées d'usines. Les ponts Corneille et Boieldieu facilitent les communications avec la rive droite. La gare Saint-Sever est inaugurée en 1843 en face de l'île-la-Croix pour les voyageurs en provenance de Paris. Une deuxième gare est édifiée en 1898 pour la ligne Rouen-Orléans. La gare d'Orléans n'est distante que de 500 mètres de la gare Saint-Sever à laquelle elle est reliée par un viaduc métallique. Devant la gare d'Orléans se trouve la place Carnot, principale porte d'entrée de la rive gauche. Le quartier Saint-Sever est touché une première fois par les bombardements de 1940. En 1944, les gares d'Orléans et de Saint-Sever sont détruites. Les troupes allemandes, massées pour tenter de passer la Seine, sont pilonnées par l'aviation alliée. Elles laissent derrière elles un cimetière de véhicules et de débris. Sur la rive droite comme sur la rive gauche, les quais sont totalement dévastés. Dès 1941, le plan d'aménagement et de reconstruction de la ville de Rouen est confié à l'urbaniste Jacques Grébert, qui veut faire du faubourg Saint-Sever un quartier aéré et moderne. Le plan de reconstruction, adopté en 1946, réserve 2 larges parcelles le long de la rue Saint-Sever à la construction de bâtiments administratifs. C'est là que seront édifiées la cité administrative et la préfecture. Les dessinateurs de Paris-Normandie en imaginent très tôt l'architecture. Mais ce sont d'abord des travaux d'infrastructure qui sont réalisés. Les ponts Boieldieu et Corneille sont reconstruits. Le nouveau pont Jeanne d'Arc est édifié en aval.
un quadrillage régulier de voies de communication apparaît. Les quais sont surélevés pour permettre le passage des bateaux de fort tonnage. Ces travaux sont mis à profit pour couvrir les voies de chemin de fer qui cessent d'être un obstacle pour l'aménagement de la rive gauche. Au débouché du pont Boieldieu, le terrain destiné à la préfecture est occupé dans les années 50 par des commerçants et des artisans qui y ont élevé des hangars et des baraquements. Le relogement de ces occupants entraîne un retard considérable dans le commencement des travaux. Pour répondre aux attentes des sinistrés, les urbanistes finissent par faire une place aux habitations collectives sur les parcelles qui ne devaient accueillir que des bâtiments administratifs. En 1953, le projet de nouvelle préfecture est confié à 3 architectes. Henri Barman enseigne à l'Institut d'urbanisme de Paris. Raoul Leroy dirige l'agence d'architecture du département de la Seine-Maritime et Rodolphe Dussault s'est fait connaître sur les chantiers de la reconstruction en Normandie. C'est un groupement d'entreprises qui remporte le marché de gros œuvres dont le montant est estimé à 500 millions de francs. La société Coignet, pionnière dans l'utilisation du béton armé, est chargée de l'édification de la tour des Archives. Elle s'est associée à des entreprises locales, Lanfry, Chouard, Morino, Marion, Finet-Bigot et Bonnet. Les architectes présentent un premier projet en 1953. Il leur est demandé de donner un profil plus élancé à la tour des Archives, de reculer le bâtiment incurvé pour aménager une cour d'honneur et d'abandonner l'idée du 6e étage prévu pour accueillir les appartements de prestige du préfet, de ses collaborateurs et du chef de l'État. Ces changements sont rapidement intégrés au projet. Les architectes mettent plus de temps à concevoir les façades sur le cours Clémenceau. Ils planchent sur un projet de tribunal administratif, puis d'hôtel de police, avant que le ministère de l'Intérieur décide de réserver la parcelle à la seule préfecture. La tour des Archives atteint 89 mètres de haut. Elle compte 28 étages pour une trentaine de kilomètres de rayonnage. Le terrain marécageux oblige à utiliser des pieux de fondation en béton de 18 mètres de long, pesant chacun 7 tonnes. En 1958, 816 pieux sont enfoncés dans le sol. L'ossature des bâtiments est en béton armé avec une couverture de pierre de Bourgogne pour les protéger des intempéries et de la pollution atmosphérique. Le chantier dure 6 ans. Pour limiter la luminosité, néfaste à la conservation du papier, un claustrat en béton est disposé devant les magasins de la tour des Archives. Composée de 6175 éléments cubiques, cette résille est également décorative. Depuis le cours Clémenceau, le volume imposant de la salle d'assemblée et du hall ouvert au public se détache. Sur le quai Jean Moulin, la monotonie du bâtiment incurvé est rompue par le bow window qui signale l'entrée. La priorité est donnée à la luminosité. Le béton n'apparaît plus que sous la forme de minces colonnettes entre les baies vitrées. Le béton et les structures du gros œuvre sont dissimulés par des matériaux nobles. Les piliers sont tantôt habillés de marbre, tantôt recouverts de bois exotique ou de plaquage.
Le bois est utilisé comme lambris le long des baies vitrées, sur les cloisons de certaines salles ou bien encore pour les placards. Le décor de la salle du Conseil général a été longuement étudié. Dans le premier projet figurait une allégorie de la Seine et de la mer. C'est finalement un motif géométrique abstrait sur feuille d'acier qui est réalisé. Le bureau et la tribune des rapporteurs sont en marbre blanc, les tables en palissandre, le sol recouvert de moquettes rouge orangé. La salle de conférence comprend 285 places assises. Elle est équipée d'une véritable scène avec écran et cabine de projection. Pour le président du Conseil général, le préfet et son secrétaire général, de véritables suites sont aménagées, avec une antichambre annonçant le décor du bureau qu'elle précède. Pour le bureau du préfet, la maison Sabrina de Paris a composé, autour du mobilier Directoire et Empire, un décor classique avec une cheminée et d'imposants doubles rideaux. Partout s'affiche la volonté de mêler passé et présent. Pour le bureau du secrétaire général, le décorateur Serge Royot a dessiné un projet plus contemporain, avec des fauteuils et des tables à piétement métallique. La réalisation est conforme au projet. Une toile abstraite ajoute à la modernité des lieux. Au rez-de-chaussée, le grand salon est éclairé par 6 lustres monumentaux en bronze, laiton et cristal, mesurant 2,80 m de haut. Canapés, fauteuils et tables basses, tous d'esprit contemporain, sont posés sur des tapis vermousse. Des coussins de couleur vive tranchent avec les tonalités brunes et la fraîcheur du sol de marbre. Les travaux de Serge Royot sont typiques de la décoration des années 1960. Évoquant la nouvelle préfecture de Rouen, la revue Maison et Jardin n'hésite pas à parler de nouveaux styles modernes. Les espaces ouverts au public sont aménagés dans le même esprit, luminosité et sobriété. Le hall des cartes grises est éclairé par de larges baies. Un grand guichet en bois plaqué accueille les visiteurs. Les archives départementales disposent d'espaces de réunion et de tri, d'une galerie d'exposition et d'une salle de lecture de 50 places. Le mobilier d'origine y est encore largement conservé. Dès 1960, la silhouette de la tour des Archives se dresse dans le ciel rouennais. Bien qu'elle tranche nettement avec les clochers de la rive droite, et tout particulièrement avec la flèche de la cathédrale, son architecture ne fait pas l'objet de violentes critiques. La modernité et la fonctionnalité de la préfecture sont saluées par la presse locale et nationale. Le bâtiment reçoit de nombreux visiteurs français et étrangers et sert de référence lors de la construction des préfectures des nouveaux départements de la petite couronne parisienne. La tour des Archives attire les photographes qui immortalisent le panorama depuis la côte Sainte-Catherine avant et après la construction. La flèche de la cathédrale depuis la tour
ou la tour depuis la flèche de la cathédrale. Certains conseillers généraux se plaisent à rappeler qu'ils ont toujours soutenu le projet de la nouvelle préfecture. Jean le Pauvremoine, maire de Roberto, forme le vœu que l'éclat de la préfecture rejaillisse sur la mairie de son petit village. L'inauguration des archives départementales a lieu le 19 juin 1965 en présence du directeur des Archives de France, André Chanson. Plusieurs fois retardée, l'inauguration de la préfecture par le Premier ministre ne se fera jamais. Les rapports tendus que le gouvernement du général de Gaulle entretient avec Jean Le Canuet, candidat aux élections présidentielles de 1965, n'y sont sans doute pas étrangers. C'est après l'ouverture des locaux au public et la première séance de l'Assemblée départementale dans la salle des délibérations que le protocole reprend ses droits. Le préfet et le président du Conseil général accueillent 1 millier de personnalités du département le 19 mars 1966. Cette réception a tout l'air d'une inauguration, mais en l'absence de discours, Liberté Dimanche préfère parler de première sortie officielle. Des œuvres d'art sont acquises pour décorer la préfecture. Une tapisserie destinée au Grand Salon est commandée à Mathieu Mattego, un artiste né en Hongrie en 1910, qui s'est bâti une solide réputation dans le monde du design.
Tissée à Aubusson, la tapisserie de Mattego est exposée au Grand Palais avant d'être accrochée à la préfecture. Elle est la plus grande tapisserie non figurative en France. Elle est conçue pour s'intégrer à l'architecture et pour être vue de loin comme de près. Appelée communément tapisserie de Rouen, elle illustre pourtant l'ensemble du département. Le pont de Tancarville apparaît au centre. Le Rouen médiéval est figuré au travers de nombreuses arcatures gothiques. En 1968, un exemplaire du cheval majeur de Raymond du Chambillon est acheté grâce au mécénat de nombreuses entreprises et à l'aide du ministère des Affaires culturelles. Créée en 1914, également présente au Musée des Beaux-Arts de Rouen, cette sculpture cubiste est installée dans le hall des cartes grises. Elle quitte son emplacement en 1995 au moment du déménagement des services préfectoraux vers l'ancien Hôtel-Dieu, où elle se trouve encore aujourd'hui. Le hall bas, accessible depuis le cours Clémenceau, ou hall des cartes grises, concentre l'essentiel des flux de visiteurs, évalués à 125 000 personnes par an. Pour améliorer le service rendu aux usagers, les concepteurs du bâtiment ont misé sur les machines et l'automatisme. Des meubles à tambour sont spécialement conçus pour la manipulation des registres d'immatriculation. Équipés d'une télécommande, ces étagères à cerveau électronique permettent à 3 personnes d'accéder à leurs instruments de travail sans bouger de leur bureau. Il suffit de 10 minutes pour établir une carte grise. Pour la transmission des documents, des cartouches sont utilisées. Placées dans des tubes, elles se déplacent grâce à de l'air comprimé. Ce système pneumatique est complété par des monte-charges pour les dossiers les plus lourds. Les bureaux sont clairs et spacieux. Des poules de dactylographes sont organisées dans un souci de rationalisation du travail administratif. Du mobilier neuf équipe tous les bureaux. Le préfet et ses chefs de service disposent d'un système d'interphone pour entrer en contact sans quitter leur bureau ni composer de numéros. 3 correspondants peuvent se trouver en ligne simultanément pour une réunion. Des postes classeurs permettent au secrétariat de filtrer et de faire suivre les appels téléphoniques. La salle du Conseil général est équipée de micros et d'amplificateurs modulables pour mieux suivre les débats. Les visiteurs peuvent effectuer leur démarche tous les jours de 9 h à 16 h sans interruption. La Seine-Maritime est le 3e département français à employer des hôtesses chargées de l'accueil et de l'orientation du public. L'entrée en application de la journée continue est rendue possible par l'existence d'un restaurant administratif à l'intérieur de la préfecture. Les bâtiments sont adaptés à l'ère de l'automobile. Un garage souterrain et une pompe à essence permettent d'entretenir les véhicules du préfet et de ses collaborateurs immédiats. Pour le personnel et les visiteurs, des places de stationnement sont aménagées de chaque côté du bâtiment et une convention avec le port autonome permet de se garer sur les quais de la Seine. Certains conseillers généraux voient dans la construction de la nouvelle préfecture une avancée vers la décentralisation. En réalité, les années 1960 sont davantage marquées par un mouvement de déconcentration des décisions de l'administration centrale vers les préfectures que par une réelle prise d'autonomie des collectivités territoriales. Les organigrammes illustrés, produits en Seine-Maritime, témoignent de cette volonté de faire du préfet le pivot de tout le mécanisme administratif. Ils montrent la préfecture sous la forme d'une turbine alimentée par l'administration centrale et redistribuant son énergie à l'ensemble du territoire départemental. Très écouté, le préfet Pierre Chaussade expérimente la régionalisation,
et lance l'établissement public d'aménagement de la basse vallée de la Seine. Pendant 20 ans, les bâtiments du quai Jean Moulin concentrent l'essentiel des institutions de niveau départemental et régional. L'État et les collectivités territoriales y cohabitent. La signature des protocoles de décentralisation, les transferts de compétences et les mouvements de personnel rendent le maintien de cette concentration institutionnelle impossible. Après le départ de la région vers la caserne Gambetta en 1988, c'est le déménagement de la préfecture qui est décidé. La réhabilitation des bâtiments de l'Hôtel-Dieu qui lui sont destinés s'achève en 1995. Le Conseil général de la Seine-Maritime assure la maîtrise d'ouvrage des travaux. Les bâtiments du quai Jean Moulin deviennent l'hôtel du département. Ils sont peu à peu transformés. Les travaux en cours portent sur la tour des Archives et sur une nouvelle aile au sud, le long du cours Clémenceau. L'architecture du nouveau restaurant administratif est un hommage marqué au style de la construction initiale, dont elle reprend les traits caractéristiques.